Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de En route vers la Coupe du monde 2026. Olivier Brett avec vous en compagnie de Patrice Bernier alors qu'on est à 3 mois et des poussières du coup d'envoi de cette Coupe du monde. Coup d'envoi qui va se donner le 11 juin avec le Canada qui jouera son premier match le 12 juin en direct de Toronto. Face à qui, on ne le sait pas encore. Il y a la belle famille de Patrice Bernier qui est avec moi, qui ferait encore qu'il y a des sueurs froides, je présume, encore jusqu'à la fin mars. Je pense qu'ils ont de l'espoir, mais ils savent que c'est pas joué. Mais je crois que le facteur que l'Italie est une habituée de la Coupe du monde, ils se disent qu'ils devraient, mais ils sont pas confiants comme ils ont peut-être été par le passé. Olivier Brett et Patrice Bernier, donc avec vous pour les prochaines minutes pour cette prochaine émission, oui. On va se projeter sur l'effectif canadien. Fut un temps où on ne se projetait pas vraiment sur l'effectif canadien. On regardait qui était disponible, avait une paire de crampons, puis pas trop embêté par les blessures. Puis on disait qu'on y allait avec ce groupe-là parce que c'était un groupe beaucoup plus restreint que ça l'est maintenant. J'ai hâte de voir si tu as eu à te casser la tête parce que tu m'as partagé ton effectif pour le moment. Il y a quelques joueurs qui sont sur la bulle, comme diraient les Américains. Il y en a d'autres pour qui c'est dans le sac. On commence par les gardiens. On va faire ça avec les gardiens. On va y aller avec les personnages un peu spéciaux pour commencer, puis on ira vers les attaquants qui sont aussi assez spéciaux, merci. Dane Sinclair, qui est avec l'Inter Miami. En fait, c'est tous des gardiens qui sont en MLS. Maxime Crépeau, qui est maintenant avec Orlando, non pas avec Portland. Ça s'est terminé coup-ci, coup-ça. On va dire ça, comme ça l'an dernier. Mais celui qui est toujours à Orlando, c'est James Pantemis, qui fait aussi la coupure. As-tu eu à te casser la tête avant que je te demande qui commence, là, parce que tu auras compris que tu ne te sauveras pas sans que je te pose cette question-là. As-tu eu à te casser la tête pour les choisir les trois? Non, pas vraiment. Je sais qu'il y a une liste de beaucoup de jeunes gardiens de but qui sont outre-mer, européens surtout, on sait qu'on a donné une opportunité de voir, parce que Jesse Marsh aussi avait la possibilité de dire qui peut être là pour le présent, mais potentiellement le futur. Mm-hmm. Mais moi, j'y étais parce que quand tu veux aller à la Coupe du monde, tu te dis qui est en forme. Puis les deux premiers, Dane Sinclair, Maxime Crépeau, on sait, ils ont toujours été invités. C'est le débat qui sera numéro 1. Oui, Dane Sinclair a fini gardien le numéro 1 l'année, mais en MLS. En MLS, pardon. Et puis, ça n'a pas empêché que Jesse Marsh a quand même donné des matchs à Maxime Crépeau pour commencer parce qu'il l'a dit lui-même, ça va être une tranchée à la dernière minute. Ça ne sera pas facile, mais c'est un bon problème à avoir. Puis j'y étais avec James Pantemis parce qu'il a délogé Maxime Crépeau à Portland. Il joue tous les fins de semaine. Même que depuis qu'il est à Portland, on sent que si on est côté de Montréal, on regrette un peu parce que c'est le talent qu'on a vu à l'Académie, on a vu qui émerge. Puis j'y ai été aussi parce qu'il était là avant la dernière Coupe du monde. Mm-hmm. Il a vécu un peu, il a ressenti. Puis je pense que lui, il serait parfait à dire, moi, je comprends mon rôle que je vais être troisième. Mais je suis prêt si jamais il advenait à venir quelque chose aux deux premiers. J'irais avec 3 gars qui ont de l'expérience et qui jouent et qui se connaissent assez bien aussi, avoir frotté l'équipe nationale régulièrement les dernières années. Juste pour remettre en contexte, la raison pour laquelle James Pantemis était là au Qatar en 2022, c'est parce que quelques jours avant la compétition, on se rappelle cette finale de MLS Cup où le LAFC a remporté la Coupe MLS, mais Maxime Crépeau s'est fracturé la jambe. Donc, à la dernière seconde, on a fait appel à James Pantemis, qui était donc là au Qatar, alors qu'on s'est incliné en phase de groupe du côté du Canada. Tous les gardiens sont en MLS. Ouais. C'est une bonne, une mauvaise chose. Je regardais quelques analyses parce qu'on enregistre l'émission après une première journée de saison 2026 en Major League Soccer. Puis, je voyais certains commentaires qui disaient il n'y a pas un vide de talent, mais il n'y a pas le talent qu'on a déjà eu en MLS, peut-être comparé avec des Tim Howard, des Casey Keller et compagnie. En même temps, comme tu l'as dit, c'est peut-être pas des gars qui jouent dans des très grands clubs européens, mais c'est des gars qui jouent. Sur quels critères tu te bases? Bien, moi, c'est qu'ils jouent puis qui sont, pour moi, considérés comme certains des meilleurs. Dane Sinclair vient juste de remporter le titre. Mm-hmm. Mais il n'y a pas très longtemps, Maxime Crépeau était facilement considéré dans le top 5, c'est pas le top 3. Tout à fait. Et là que la saison a commencé, on a déjà vu son premier match. À Crépeau. On sent que Crépeau, mentalement, ça ne l'a pas affecté de ne pas jouer autant. Lui, il est performant. Puis le connaissant, le personnage, c'est un vrai personnage de gardien de but. Donc, moi, je veux qu'ils ont joué, puis que c'est certains des meilleurs gardiens de but de la Ligue. C'est pas juste des gardiens de but qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, puis qui là, ont eu une seconde chance, ont fait leur nom. Crépeau, on sait, Vancouver, LAFC, c'est simplement peut-être la blessure qui l'a un peu
retardé de vraiment peut-être s'asseoir, être le numéro 1. Ça a ouvert la porte à Dean Sinclair. Puis Dean Sinclair, bien, de Minnesota, l'Inter de Miami est allé le chercher pour une raison. Puis Miami, d'habitude, les gardiens ont une connotation peut-être un peu plus latine. Puis on a décidé avec ce qu'on considère être le meilleur gardien de but en MLS. Puis James Pantemis, bien, il fait la pluie et le beau temps à Portland. Il y a certains matchs là, et sur penalty. Moi, je trouve que c'est 3 gardiens de but qui ont leur place dans la Ligue puis facilement, qui jouent en Europe ou pas, facilement dans la MLS. N'importe qui peut dire, bien, ces 3 noms sont dans les 10 meilleurs de la Ligue sur 30 noms que tu peux avoir. Donc, ils jouent, ils sont réguliers, ils sont performants. Et je crois que Jesse Marsh, il peut y aller. Fut un temps, c'était tu joues dans une équipe professionnelle. On est content. Encore là, c'est FC Unattached. Oui, exactement. Donc, mais là, on a 3 qu'on peut dire. Est-ce que tu joues régulièrement du point de Steven Eustáquio qui revient à MLS? Bien, les jouer, c'est plus important que où est-ce que tu joues. Puis si tu es dans un grand championnat, tu peux être à Bayern Munich, mais tu es le 2e gardien de but ou le 3e gardien de but, tu ne joues pas. Ou tu es Dean Sinclair, Maxime Crépeau, James Pantemis, puis tu joues tous les fins de semaine, puis tu vois du ballon, puis tu es prêt mentalement à faire face à une Coupe du Monde. Ce serait une bonne question quiz. Est-ce que tu préfères, comme gardien, toutes choses étant égales, là, même âge, même qualité, être 2e gardien au Bayern ou 1er gardien à l'Inter Miami? Je serais curieux d'avoir un sondage. C'est des bonnes questions. Sondage des gardiens. On y va avec les défenseurs? Oui. Maintenant. Moïse Bombito, qui est à Nice. Derek Cornelius, qui appartient à Marseille, mais qui est en prêt à Rangers en Écosse. Luc de Fougerolles, qui est à Dender en Belgique, en prêt de Fulham. Alfie Jones, le petit nouveau. Je trouve ça fort intéressant parce que je suis 100% d'accord avec toi. Il sera là, à moins d'une blessure. Mais j'ai hâte de voir dans quelle mesure on va l'utiliser, parce que je pense que c'en est un qui pourrait surprendre bien des gens. Ouais. J'ai l'impression que beaucoup de personnes vont ouvrir la télé à un moment donné pendant la Coupe du Monde et dire « C'est qui, lui? Je n'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? » Parce que je pense qu'on va le voir sur le terrain, mon opinion bien personnelle. Alphonso Davies, on touche du bois, on y reviendra aussi. Richie Laryea, Alistair Johnston, ancien du CF Montréal, qui est avec Celtic, mais qui est blessé depuis le début de la saison. Et Nico Sigur, qui est à Hajduk Split en Croatie. On parlait de joueurs qui sont sur la bulle. Zoran Basson en fait partie. Joel Waterman, je te parle d'eux parce que c'est des anciens Montréalais. C'est des gars qui ont été dans le giron de l'équipe avant, mais surtout depuis l'arrivée de Jesse Marsh. Et il y a des points d'interrogation dans cette défense-là avec beaucoup de gars qui ont été blessés cette saison. Oui, parce que, tu sais, on énumère ceux qui sont supposément être partants. On va dire Johnston, Davies, Bombito, Cornelius. Ont tous, soit ils reviennent de blessure, ou ils se sont reblessés, ou ils ne sont pas encore revenus de leur blessure. Donc, la question qui vient Alfie Jones, qui a surpris, je pense, dans la période d'octobre-novembre, où ce qui est arrivé, puis personne ne le connaissait, puis il a eu l'air, il est rentré dans les chaussures de joueurs que, moi, ça fait comme si j'étais là depuis le début avec Jesse Marsh. C'est l'avantage d'aller recruter un nouvel international, mais qui a 28 ans. Mais qui a 28 ans, qui a de l'expérience. Exact. Mais qui vient que, Alfonso, je pense, peu importe, s'il est en santé, il va être là. En étant capitaine, puis est-ce que son rôle va être, s'il n'est pas encore frais, bien, on va mesurer, voir est-ce qu'il peut jouer, commencer un match plus tardivement. Il y a Lester qui est blessé depuis très longtemps. Puis lui, il a joué pour remettre les gens en contexte là, au moment d'enregistrer, c'est 2 matchs qu'il a joué cette saison avec une blessure suivie d'une rechute où on a eu besoin de traiter son ischio-jambier. Donc ça, pour un gars qui est aussi musculaire, tu sais, c'est pas le plus baraqué, mais c'est un gars qui est très, très fort, puissant, ça peut rester un problème. Ben oui, je pense que Jesse Marsh, en tant que joueur, va dire, je vais voir comment ça va arriver. Il reste encore du temps à ce qu'il retrouve son groupe, prenne du rythme, joue avec Celtic. Mais je me dis, lui, il a un plus gros point d'interrogation qu'Alfonso. Alfonso, on semble dire, OK, c'est musculaire, c'est pas une articulation, c'est pas une opération. Ça va prendre quelques semaines, il reprendra la forme, puis peut-être que justement, comme certains joueurs, tu arrives frais. Tu as avril, mai, puis tu rentres dans la Coupe du Monde comme si c'était ta saison. Et donc, il vient que la porte s'ouvre de Joel Waterman, qui est constamment là, qui a été au camp au mois de janvier, puis que je pense que Jesse Marsh a dit, quand je pense à mes partants, je me dis, il est la doublure. Puis Basson, je trouve que lui, il a gagné en confiance. On l'avait peut-être oublié, mais son temps à Kansas City, le facteur qui joue régulièrement, puis qu'il est polyvalent, bien, je crois que Jesse Marsh a aimé ses performances, puis a dit, bien, voilà un gars qui est rentré puis qui a gagné des points. Tu sais, qu'on dit, il n'y a pas très longtemps, on se dit, bien, international canadien, lui, Zoran Basson, quand il est parti de CF Montréal, et là, il rentre.
Donc, 2 Joel Warner qui, moi, je peux rentrer à la place que si Johnson, clairement, on sent que ça serait un gamble le prendre, puis ça serait juste le prendre pour être dans le groupe. Et c'est ces deux-là que moi, j'embarquerais, qui sont des fringes. Parce qu'on a quand même d'autres joueurs aussi, Richie Laryea et Nico Sigo, qui sont polyvalents. Mm-hmm. Qui fait qu'on sait que si on a un problème à gauche, un peut aller à gauche, il peut aller à droite, même qu'ils peuvent jouer des postes plus avancés. Tout à fait. C'est la beauté d'avoir des joueurs de la sorte et que Jesse Marsh a pour patcher des trous si jamais il faut qu'il rentre plus de milieu ou d'attaquant à la place de défenseur. Là, j'entends les gens qui nous écoutent dire jouer dans un rôle plus avancé. Alphonso Davies, systématique pour toi, défenseur latéral, ce ne sera pas un allié? Non, je pense qu'avec le facteur que les gars qui sont devant ont pris les places et ont démontré leur qualité, Ali Ahmed, Schaffelberg, Tejan Buchanan est revenu au niveau qu'il y a. Puis il y a d'autres, des Jaden Nelson qui ont apparu et qui te sentent que peuvent rendre. Je pense qu'il peut être une carte à dire, OK, si je mets Richie Laryea sur le banc puis je le rentre dans le terrain, je peux avancer Alphonso Davies. Mais je crois que ça a été clair depuis le début. On veut qu'Alphonso soit à sa position, où ce qu'il est en club, et qu'on ne veut pas qu'il soit le gars qui croit qu'il doit mener l'équipe, mais qui joue à sa position préférentielle, puis qu'on lui donnera une lassitude de pouvoir attaquer, mais de sa position normale qu'il joue au Bayern Munich. Contrairement aux gardiens qui sont tous en MLS, on va mettre de côté les joueurs qui sont en marge du groupe pour le moment. On parle de Zoran Basson et Joel Waterman, comme on le disait tantôt, qui sont en MLS. Tous les défenseurs, sauf Richie Laryea, sont en Europe. Qu'est-ce que ça dit, ça? Est-ce qu'il y a une explication quelconque? C'est juste un constat que j'ai fait, là. J'ai pas vraiment de tête. Oui, non. Certains ont gravité en MLS, puis sont allés. Beaucoup. Puis quand tu regardes où ce qu'ils jouent, ils sont dans les grands championnats, ils affrontent des joueurs de très haut calibre. Quand je dirais, on revient à Jordan Mann qui parlait tout le temps, dans mon effectif, quand je regarde le calcul des très bonnes équipes, bien, dans le 11, les gars jouent dans les 5 plus gros championnats. Dans le top tier. Quand tu regardes Moïse Bombito qui joue en France, puis que Darren Collier, ce que tu veux, il est prêté, il est quand même à Marseille, puis il joue à Rangers, qui est quand même un club qui est prestigieux. Il joue dans des environnements de pression, puis contre des adversaires de très haut calibre. Fait que, ouais, peut-être le penchant que ce n'est pas des défenseurs MLS, mais c'est qu'ils ont évolué à un niveau où ce que tu veux être au niveau international, parce que tu as les Mbappé de ce monde, les Messi de ce monde. Puis ces gars-là, ils les affrontent pas tous les fins de semaine, mais ils sont dans la même cour qu'eux autres. Et donc, c'est ça que tu vas avoir comme expertise et d'expérience, surtout de tes défenseurs. Milieu de terrain maintenant. On va y aller avec Steven Eustáquio, qui est au LAFC depuis quelques semaines seulement, en prêt de Porto. Ismaël Koné, qui est officiellement un joueur de Sassuolo. Ça va plutôt bien, merci, sa saison en Serie A. Nathan Saliba, qui va plutôt bien aussi régulièrement titulaire à Anderlecht en Belgique. Mathieu Choignard, qui est de retour en MLS, officiellement avec le LAFC. Jonathan Osorio, pas besoin de vous expliquer, il joue où, lui, Monsieur Toronto. Tejan Buchanan, qui est à Villarreal. Ali Ahmed, qui depuis peu, si vous avez manqué un épisode des Whitecaps de Vancouver, on ne parle pas juste du stade, on parle de gros transferts aussi. Ahmed est rendu à Norwich, en Angleterre. Jacob Schaffelberg, lui, troqué son chapeau de cowboy pour une planche de surf, est rendu au LAFC. Jaden Nelson est rendu avec un chapeau de cowboy, lui, à Austin, au Texas. Et, puis là, j'ai hâte de t'entendre sur lui. Marcelo Flores, qui a décidé de changer d'allégeance, lui qui en avait une partagée en plus jeune, a été international mexicain, se retrouve maintenant international canadien, lui qui joue à Tigres. J'ai eu l'occasion de voir le match aller de Coupe des champions CONCACAF entre Tigres et Forge FC. C'était dans des conditions sibériennes. Là. Il faisait moins 13, moins 14, si je ne me trompe pas. Mais Flores a vraiment un côté excitant. Je ne sais pas quel rôle tu le vois jouer, mais si tu as besoin de courir après un score, tu as besoin d'allumer un feu, bien, c'est potentiellement l'étincelle dont tu pourrais avoir besoin. Je pense que, tu sais, c'est sûr, la sélection nationale n'est pas un club, mais si on peut dire un transfert qui est d'un profil de joueur que moi, je trouvais qui était manquant, qui venait à Junior Hollett, qui était comme, pourquoi on ne l'appelle pas, même s'il est vieillissant, bien là, on peut comprendre pourquoi Junior Hollett, on peut peut-être le tasser de côté, puis on a un jeune potentiel qui a cette marge de créativité. Parce que sur les côtés, tu as de la vitesse, tu as de la puissance, Ahmed, Schaffelberg, Buchanan, même Jaden Nelson, mais la flémèche différente des autres. Parce qu'en avant, Jonathan David, c'est un bon pivot, c'est un bon joueur, mais on sait que c'est un marqueur, finisseur, qui peut venir aider, mais c'est pas, il ne rentre pas dans le profil créateur.
Et Marcelo Flores, lui, ben, c'est là que tu dis, ben, est-ce que je le mets sur les côtés ou je le mets comme deuxième attaquant? Ou attaquant derrière, ou du moins milieu offensif derrière Jonathan David. C'est là que je trouve que pour Jesse Marsh, c'est une carte cachée intéressante. Parce que on sait que c'est 4-4-2 assez classique, mais d'un joueur que tu as OK, on sait que le Canada, son souci, c'est quand les équipes sont bloc bas, placées, puis ils leur disent ben, battez-nous en possession. Parce que le Canada est très bon pour défendre, presser, agresser et aller en transition rapide. Mais quand ils affrontent contre des équipes qui sont. Que tu dois trouver la solution toi-même au niveau en possession, Marcelo Flores, je pense que c'est une carte qui rentre là-dedans, qui devient le joueur entre les lignes, qui peut sortir de quelque chose. Il peut peut-être jouer sur les côtés aussi, parce qu'il est créateur, mais c'est une allégeance que tu dis « Ah, bravo! » Clairement, il voit quelque chose dans le Canada qui se dit « Moi, je me vois plus là. » Puis que c'est un groupe que je pense que Jesse Marsh a dit « Tu as un rôle à jouer pour moi ici. » Et que peut-être que le Mexique, bien, il y a tellement de profils similaires à lui où il gagne sa place. Puis il y a un certain Gilberto Mora qui peut-être aussi lui enlève un peu de la starisation au Mexique. C'est vraiment le joueur pour moi qui a un ingrédient. Juste avant la Coupe du Monde, tu ne peux pas avoir, je pense, dans le groupe, une annonce qui donne Canada vient juste de prendre, je ne vais pas dire un edge sur les autres, mais va juste de prendre un joueur qui lui donne une facette différente de ce qu'on a connu d'eux depuis 2 ans et depuis surtout Jesse Marsh. Ça change, bien, c'est ce que j'allais dire. Ça change aussi la vibe autour de l'équipe de la fin de l'ère Herdman, post-Coupe du Monde 2022, où là, on sentait qu'il y avait des gars qui étaient là pour service rendu, ou du moins, on ne challengeait pas autant leur statut que certains l'auraient aimé. Il y en a quelques-uns qui voient Flores débarquer puis qui se disent « Oh, est-ce que mon temps de jeu, ma place de titulaire peut-être dans certains contextes, ou carrément ma place à la Coupe du Monde est en jeu. » Je veux dire, ça met tout le monde sur le qui-vive à quelques mois de la Coupe du Monde. Ah, c'est possible. C'est comme là, j'ai mis Jonathan Osorio par service rendu parce qu'on sait que maintenant, il n'est plus un partant clair. Parce qu'il peut jouer au milieu, il peut peut-être jouer sur les côtés, puis il a de l'expérience. C'est un gars qui a le savoir-faire, qui a du flair, puis qui, je pense, caractériel aussi pour le groupe, puis qui est capable de peut-être parler aux autres puis les titiller un peu pour aller chercher quand il faut. A vécu des grands moments aussi, que ce soit des finales de Toronto, Ligue des champions CONCACAF, de MLS Cup. Mais il pourrait que son profil, arrivé à la Coupe du Monde, que là, tu dis, est-ce que je le prends? Mais il y a peut-être un autre gars qui a un ascendant de plus. Parce que Jonathan va rentrer puis il va utiliser son expérience. Mais Marcelo Flores arrive où c'est électrisant, c'est la vitesse. Puis c'est une équipe basée sur de la puissance et de l'explosivité. Donc, est-ce que on a un peu sacrifié Samuel Piette parce qu'on se dit on a des joueurs qui sont plus polyvalents, tandis que Sam est plus niché. Est-ce que Jonathan Osorio, ça fait que là, je l'ai mis parce que moi, je me dis, il a une expérience à apporter. Mais peut-être que Jesse Marsh, lui, voit ça différemment, avoir un autre joueur qui lui donne une autre carte, une autre exposition, un autre joueur qui rentre, que quand j'enlève Schaffelberg, j'ai le même dynamisme, mais différent d'un joueur plus jeune, plus électrisant. On s'entend que pour le moment, Ismaël Koné, Steven Eustáquio devraient démarrer au milieu de terrain. C'est des partensaires. Bon, après, ça dépend des configurations. C'est pas sûr. Nathan Saliba a gagné de la place à Petit-Metz. Ismaël joue tellement bien. Exactement. Peut-être qu'il aurait pris sa place. On a l'impression que c'est un peu un 4 en dessous pour une pièce dans la tête. Puis Jesse Marsh dirait, moi, j'ai pas besoin de ton change. J'ai assez de décisions à prendre. Mathieu Choinière, tu parles de ces différents contextes de matchs-là. On se souvient à l'époque de Wilfrid Nancy à Montréal, on avait utilisé Mathieu pour le meilleur et pour le pire dans un paquet de scénarios différents, tantôt latéral gauche, tantôt milieu, parfois ailier. Est-ce que ça devient un avantage ou un inconvénient pour Mathieu lui-même? Ou est-ce que, tu sais, sachant que c'est pas aussi clair. Tu parlais de Samuel Piette. Si tu décides d'aller chercher un Sam Piette pour jouer en club ou en sélection, tu sais exactement où tu vas le faire jouer. Tu le plantes devant la défense, tu sais que c'est le gars qui va tout équilibrer, mais c'est pas lui qui va se déployer vers l'avant, c'est pas lui qui va être le distributeur de ballon. Mathieu Choinière a un rôle beaucoup, beaucoup moins précis. C'est une bonne chose pour lui? Oui, mais je dirais qu'il n'y a pas à trop... Tu sais, oui, on parle d'Ismaël puis de Nathan, mais moi, je regarde la Gold Cup, puis je regarde qu'on a préféré Mathieu à Ismaël un certain temps. Oui, là, Ismaël a repris la confiance. Puis je pense que Jesse Marsh, il va... Qu'est-ce que je veux de mes deux milieux de terrain? Est-ce que je veux deux gars qui
bloque la défense puis qui laisse mes ailiers partir ou j'ai besoin de quelqu'un qui a un peu plus de créativité que l'autre? Qui accompagne. Eustáquio est peut-être celui qui reste devant la défense, orchestre, puis Ismaël peut transporter le ballon, peut transporter, apporter un peu plus de créativité comme mieux. Mais il est venu qu'à un moment donné, il a mis Mathieu Choinière et Nathan Saliba. Quand il avait Eustáquio, on sait que Eustáquio va commencer, c'est sûr, mais il avait Ismaël Koné, puis on sait, bon, il y a eu, on a dit les petites flémèches entre Ismaël et Jesse Marsh, mais je pense que ça, c'était juste des moments. C'est pas donné que l'autre gars à côté de Steven Eustáquio, c'est vraiment juste Ismaël. Je pense que les autres ont gagné des points pendant qu'Ismaël, justement, était dans une période un peu plus creuse. Je crois que contre qui va jouer va faire le facteur d'où il peut rentrer Mathieu. Et Mathieu peut peut-être aller sur les côtés quand tu veux, peut-être permettre à Alfonso de monter puis d'avoir un troisième milieu qui vient canner. Là, on parle tactique puis on va dans la stratégie, mais Mathieu Choinière a beaucoup gagné des points à travers la dernière année de démontrer qu'il est fiable et qu'il est polyvalent. Là, moi, je veux juste prendre un instant là, pour qu'on apprécie le fait que 3 des 4 gars qu'on voit titulaires au milieu de terrain pour la Coupe du monde qui s'en vient en sol américain, c'est des Québécois. C'est quand même hallucinant. Sachant à quel point dans le passé, Patrice, on a eu le feeling, puis là, je ne dirais pas à tort ou à raison, je pense que c'était à raison, tant chez les gars que chez les filles, que quelqu'un du rock avait, à talent égal, un avantage sur les joueurs québécois. Je veux dire, on a flippé ça sur la tête complètement avec la génération qu'on a en ce moment. Non, c'est fou, là. Je ne vais pas faire le parallèle avec le hockey, là, parce qu'on sait que le hockey, on parlait qu'il n'y a pas de joueurs québécois dans le Team Canada. Puis c'est drôle, mais Team Canada, il y a beaucoup plus de Québécois maintenant. Moi, je sais, à l'époque, souvent, j'étais tout seul, où on était 2 ou 3. Puis on n'était pas tous des partants clairs. Là, maintenant, tu es dans une position centrale où, tu l'as dit, 3 des 4, c'est des gars qui sont de Montréal ou du Québec, qui ont fait un passage au CF Montréal. C'est la beauté de dire que le talent québécois émerge. C'est pas qu'il n'existait pas, mais a peut-être pris sa place, s'est affirmé, a peut-être plus de crédibilité. La période, peut-être Wilfrid Nancy, 2021-2022, a fait qu'à un moment donné, on se rappelle, l'équipe nationale avait 7, 8 ou 9 joueurs du CF Montréal dans l'équipe contre Joel Modern. Il y en avait 6 à la Coupe du monde, si je ne me trompe pas. Et donc, tant mieux, parce que quand on regarde, puis je l'ai toujours vu, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, ça a toujours été les 3 provinces où les joueurs, il y a l'Alberta aussi là-dedans. Mais c'était toujours Toronto, puis Colombie-Britannique, puis 1 ou 2 Québécois. Là, tu sens que une bonne ossature de l'équipe, c'est, ou du moins dans la sélection, parce qu'on recule en arrière, tu as le 3 là au milieu, mais Maxime Crépeau était numéro 1 pour un certain temps. Il dit, tu as quand même Moïse Bombito. Tu as 2 des 3 gardiens, là, ça s'applique aussi. Exactement. Moïse Bombito est en défense. Quand tu regardes, tu te dis, attends, là, dans l'effectif, c'est pas des petits joueurs. Donc, le terme québécois de service, c'est pas dans leur rôle. Puis Sam a joué son rôle, a été dans l'équipe pour un bout de temps, mais lui aussi était peut-être plus tout seul. Donc, ça démontre la qualité des joueurs qu'il y a, l'émergence de talents qui viennent. Puis que là, on dirait que partout, que ce soit CPL ou ailleurs, Québec est le hub de talent ces temps-ci. Comme si on a mis les bons ingrédients dans l'eau, puis que le soccer est ou le talent québécois au soccer ressort beaucoup plus quand il a toujours été là. Mais tant mieux, ça permet à dire, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Comment se fait que tous ces joueurs-là finissent par aller en Europe ou aller ailleurs? Donc, il doit y en avoir d'autres. Et maintenant, les yeux sont un peu plus rivés sur la belle province. Avant de passer aux attaquants, je veux juste dire, je sais que Jacob Schaffelberg nous écoute régulièrement de nos émissions en route vers la Coupe du monde. Oui, on le sait, il y a des joueurs des Maritimes qui sont très, très bons. C'est le Messi des Maritimes, d'ailleurs, M. Schaffelberg, avec la Coupe Longueuil de toutes les Coupes Longueuil. Tes attaquants, Jonathan David qui est à la Juve, on le sait. Tani Oluwaseyi, ancien du Minnesota United qui est en Espagne avec la Villarreal. Promise David avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Kyle Larin qui est à Southampton en prêt de Majorque. Est-ce que Kyle Larin est passé près de ne pas faire la coupure? Est-ce qu'il y a eu un monde dans ta tête où... Pour moi, oui. Mais je pense que pour Jesse Marsh... Non. Il a sa place. Il a encensé Kyle Larin au cours de la dernière année. Donc, et puis, tu sais, c'est bien, moi, j'ai été un des premiers à dire, c'est pas que j'aime pas Kyle Larin, mais je pense que le duo des deux a fait son temps. Avec Jonathan David. Avec Jonathan David, qu'il fallait quelqu'un d'autre qui apporte cette puissance pour que Jonathan puisse être celui qui décroche un peu plus,
ou même le deuxième, devenir un joueur plus créatif pour permettre à Jonathan de juste être le finisseur qu'on l'a vu quand il était à Lille ou même à Juventus. Mais pour moi, il avait toujours sa place dans l'équipe parce qu'il a beaucoup d'expérience. Puis que tu veux ou pas, où est-ce qu'il va, il finit par quand même marquer des buts. Il apporte une contribution, il a un rôle. Jesse Marsh apprécie qu'il il donne ce qu'il doit donner à l'équipe nationale canadienne. Même si nous, on se dit, bon, OK, c'est plus assez. Lui, Jesse Marsh semble que se dire que ça... Mais on l'a vu dernièrement, Promisé David a commencé à prendre une place. Pourquoi c'est plus assez? Parce que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Kyle Larin. Même du temps où Larin était à Orlando, il y a des moments où on le sentait presque décroché. Je pense que à sa défense, il y a le langage corporel. Tu sais, les plus vieux se rappelleront de Pete Sampras qui commençait, c'était le deuxième point du premier set. Tu avais l'impression que le gars était lavé, puis c'était le premier tour du US Open. Tu as des gars, Samuel Piette est un peu comme ça. Tu sais, le langage corporel dégage peut-être un peu moins de vigueur, puis finalement, il y en a encore beaucoup dans le réservoir. Il y a ça. Il y a la responsabilité tactique qui a souvent été remise en question. Et là, dernièrement, ça fait quoi? Ça fait des années que Kyle Larin n'a pas marqué en équipe nationale. Pour toi, le plus gros facteur qui fait que Larin baisse dans la hiérarchie, c'est quoi? Le plus gros facteur, c'est que moi, je trouvais que c'était bien les deux parce qu'ils étaient complémentaires. Mais à un moment donné, je suis d'avis qu'il faut un attaquant qui apporte quelque chose de plus sur l'exigence. Parce que oui, c'est vrai, on juge Carl par cette nonchalance de style, qui n'est pas quelqu'un c'est un gars qui met l'effort. Mais moi, c'est comme peut-être, moi, avant tout, la vie, c'était il faut peut-être avoir un numéro 10 puis un numéro 9 que deux numéros 9. Je comprends. Je comprends que les deux font le travail. Mais c'était, comme je t'ai mentionné, pourquoi Marcelo Flores, c'est d'avoir ce gars qui vient graviter entre les lignes, que oui, Jonathan David peut le faire, mais je pense pas que c'est ça son atout numéro 1. Et qui venait que Kyle Larin, pour moi, a plus sa place parce que le deuxième joueur doit avoir un style plus créateur, même si on sait que David, c'est la puissance, Tony Siloaoui aussi, puis tous les autres qui arrivent, Jason Russell-Rowe, ont un peu cette vitesse, explosivité. Pour moi, c'est juste que le deuxième joueur doit permettre à Jonathan de juste être le finisseur et pas juste celui qui doit décrocher entre les lignes. Je pense qu'on ne maximise pas Jonathan David, même s'il aime contribuer dans le jeu. Et que Kyle Larin peut être devenu un joker de luxe. Un joueur qui peut arriver puis qui a quand même l'instinct du buteur puis qui a une présence devant le but. C'est purement de ça, pas à cause que... C'est juste moi, l'association, je trouvais que c'est... OK, le 4-4-2, à un moment donné, les équipes commencent à savoir qui le Canada est et il faut avoir un ingrédient différent dans ce 11 partant. Tu parles de facteur X pour un attaquant. En terminant, le facteur X tout court pour Jesse Marsh, c'est la santé des joueurs? Parce que c'est quand même des gros morceaux. On parlait surtout en défense. Dernièrement, on a eu Promisé David, c'était pas certain, blessé parce que comme Alfonso, là, on dit que c'est pas aussi grave. Jonathan, c'est la confiance de Juventus, mais ça semble s'être repris. Qu'ils arrivent en santé parce que ce sont des joueurs qu'on l'a vu quand ils sont en santé et performants, bien, ils dérangent. Puis surtout que Jesse Marsh, la fois que les joueurs rentraient dans le terrain, ça donne une dose de plus dans son style d'être agressant, puis de toujours aller être dans la face des défenseurs adverses. Donc, que tous ces gars-là soient en santé, c'est important parce qu'il les a utilisés régulièrement. Les 4 là, ont toujours été là. Jason Russell-Rowe arrive, puis c'est comme lui, une carte cachée, mais qui n'a pas encore toute l'expérience que les autres ont. Peut-être qu'ils vont en avoir d'autres qui vont s'émerger. On sait, dans 3 mois, beaucoup de choses peuvent se produire. Mais non, les 4, c'est la santé, puis de savoir que c'est le même groupe. Parce que quand on regarde à la liste, j'ai été aussi avec des joueurs que j'ai regardé. Jesse Marsh, il a donné la chance à beaucoup, mais quand tout le monde est en santé, c'était les mêmes qui étaient régulièrement appelés, puis 1 ou 2 parce que c'était le joueur tendance du moment. Donc, je pense pas que tu sais, comme les États-Unis ont tenté tout, et le Canada est resté assez fidèle à un 85% du même effectif qui va de l'expérience et qui a de la chimie aussi ensemble sur le terrain. On va espérer aussi que tous les défenseurs restent en forme, eux qui ont eu de la difficulté avec les blessures au cours de la dernière année. On parlait de Johnston, on parlait évidemment d'Alfonso Davies qui a eu une rechute dernièrement, puis il y a Moïse Bombito qui s'est fracturé la jambe tranquillement, mais à l'automne. Exactement. On va souhaiter que tout le monde soit en grande santé. Pat,
Toujours un plaisir. Merci Toujours un beaucoup plaisir. d'avoir été à l'écoute de cette émission En route vers la Coupe du monde 2026. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. À ce moment, ce sera le top 10 des jeunes pépites à surveiller selon Patrice Bernier.